c'est une maison qui fait peur, mais vraiment qui fait peur. Alors on a des phénomènes très divers. Des genres. Alors, on va commencer par les plus classiques. Objets qui se déplacent. Des objets qui se déplacent, des hurlements, des cris, des bruits de chaîne, des traces de sang sur la pelouse, tout à fait inexpliquées, oui, et puis des sensations de froid. Bonjour Patrick. Bonjour. Ravi de t'accueillir pour ce bouquin que tu as coécrit avec Florence Morin, oui. Les lieux de hantise en France. C'est vrai que je parlais aux quatre coins de la planète. Hein. On a des récits de maisons hantées effrayantes. Dans la plupart du temps et dans la plupart des cas, on est sur le fantasme. Hein. Mine de rien, on le sait. Il y a quand même une autosuggestion des gens. Si vous arrivez dans un lieu un peu effrayant déjà visuellement, on se conditionne. Maintenant, il y a véritablement des endroits assez particuliers. Comment les avoir répertoriés, Patrick? Eh bien, nous nous sommes trouvés, Florence Morin et moi, devant un Himalaya de témoignages, de récits récents, plus anciens, bien entendu, globalement depuis le XVIIIe siècle, hein, au moins. Et nous nous sommes rapidement aperçus que simplement, il faudrait citer des centaines, sinon des milliers de récits de hantises, plus ou moins circonstanciés. Donc nous avons été contraint et obligé de ne pas donner dans le fantasme, oui, c'est ça. Mais surtout d'adopter une ligne, disons, méthodologique assez sévère, entre guillemets, en écartant nombre de récits, des récits qui n'ont jamais été étudiés, des récits... Mais qui étaient plus du mythe, de la légende que de la réalité, c'est ça. Il y a cela, bien sûr. Mythe, légende, folklore, là, bon, avec toutes ces histoires de vampires, de fées, de corrigans, enfin, tout un tas de choses. Folklore celtique, etc. Et sur les cas contemporains, vraiment sur les cas contemporains, nous avons décidé la chose suivante. Si un récit n'a fait l'objet d'aucune enquête, et en particulier d'enquête policière, par exemple, ou d'enquête journalistique, s'il n'y a aucune coupure de presse afférente à l'histoire, nous avons systématiquement écarté pour ne pas nous trouver, évidemment, devant une masse de documents, finalement une masse documentaire qui n'aurait pas eu ou que peu d'intérêt. L'intérêt, c'était d'avoir un peu de la véracité, en fait, c'est-à-dire que du concret, quoi, dans ce récit. Bien sûr. C'est important, ça. Bien sûr. Comme tu l'as souligné il y a un instant, la boîte à fantasmes, ça tombe très fort lorsque vous mettez évidemment le pied dans un train fantôme ou dans un château avec à moitié hanté, entre guillemets, avec le décor qui fait les choses. On a vite fait de se faire des forme images. d'autosuggestion, etc. Non, là, nous avons vraiment essayé de privilégier des cas, des situations où la portée psychologique est réduite au minimum, la projection mentale, enfin, ce que vous voulez, et où il y a vraiment des faits objectifs, pour employer un terme un peu technique, exogènes à la personne, c'est-à-dire qu'ils ne soient vraiment pas une production de son imaginaire. T'es historien, t'es journaliste, donc tu t'arrêtes sur des faits pour essayer de comprendre, etc. À quel moment on peut prendre en considération l'irrationnel dans un lieu? Alors, c'est une excellente question. Il y a au moins un paramètre, selon nous, qui est frappant. C'est pas le décor. Ouais. C'est pas l'environnement, c'est pas forcément le passé de lieux ou des habitations, qui n'est d'ailleurs pas systématiquement connu des personnes qui rencontrent ce lieu. C'est, je dirais, le surgissement dans l'espace qui est le nôtre, en 3 dimensions, alors que les personnes ne s'y attendent pas. Et je dirais, moins elles s'attendent à être confrontées à une réalité, disons, inexplicable, mieux ça vaut. Est-ce que ça commence souvent pareil? C'est-à-dire que les gens investissent une maison parce que il faut imaginer aussi, enfin, il faut bien se rendre compte, d'après tout ce que j'ai pu étudier moi ici en 7 ans maintenant, tout le monde ne vit pas et n'est pas confronté au même phénomène. C'est-à-dire qu'on a la sensation que le phénomène correspond aussi à une famille, à un enfant, à une personnalité. Il peut y avoir des gens avant vous qui vont ne rien ressentir, et puis une famille arrive, et là tout d'un coup, ça bascule dans une certaine hantise. Bien sûr. Ouais. Il y a une certaine hantise, une certaine médiumnité. On sait très bien, et maintenant depuis plus d'une centaine d'années, que les fameux cas de poltergeist, esprit frappeur au mur,
sont souvent liées à la présence d'un adolescent ou d'un jeune. Pas systématiquement, mais c'est souvent le cas. Il y a en fait deux choses, j'allais dire deux émetteurs dans cette affaire. Il y a des personnes qui développent une forme d'ultra-sensibilité, que certains appellent médiumnique, et qui là, effectivement, rentrent en ligne de compte. Et puis, il y a des cas qui sont beaucoup plus mystérieux, entre guillemets, où dans une famille, entre amis, etc., vous n'avez aucune personne ultra-sensible comme ça, mais où l'on aperçoit des phénomènes qui sont tout à fait objectifs et dont on ne connaît pas l'origine. Et là, ça reste assez mystérieux parce que lorsque vous avez la présence d'une personne douée de médiumnité, vous pouvez toujours vous dire, bon voilà, elle sert de canal, de channel. Et lorsque vous avez personne dans ce cas-là, mais que néanmoins des phénomènes se produisent, voilà, on a là un plus grand mystère. Alors, on échafaude des hypothèses en particulier, et Madame Florence Morin a très longuement traité de ça, sur des traces anciennes qui seraient conservées par les matériaux de la maison. La mémoire des murs, la mémoire des meubles, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai un peu découvert, et c'est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. Là, évidemment, nous ne sommes pas encore dans le domaine scientifique, puisque, bon, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas tombés au bout du scalpel sur la mémoire des murs, mais c'est une hypothèse, à mon avis, qui mérite toute notre attention. Bon, on peut imaginer, c'est assez simple, comme on est énergie quand on vit dans un lieu ou quand on vit près d'un meuble pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, on peut imaginer que notre énergie laisse une empreinte sur ces murs ou sur ce meuble-là. Donc, et que de temps en temps, ce meuble ressurgit, ou en tout cas l'énergie conservée dans ces murs ou dans ce meuble peuvent ressortir. Il y a quand on parle de hantise, c'est le côté peur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gentils fantômes et le méchant fantôme. On se souvient du film Sixième Sens, bien sûr, avec Bruce Willis, où le môme, lui, est à la fois confronté aux horreurs, et puis avec un fantôme qui est plutôt gentil, celui de Bruce Willis, qui l'accompagne, convenable, voilà. Et puis, on a souvent ça, quand même. C'est soit le bon, soit le méchant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le fantôme moyen qui dit « moi, j'en ai rien à foutre voilà. Non, c'est vrai qu'il y a des fantômes, disons, neutres. Non, c'est assez rare. La mémoire des murs, c'est pareil aussi. Il y a une forme de dichotomie. Vous avez des lieux, comme par exemple un monastère très ancien, qui respire la paix, la sérénité, etc. Puis inversement, vous avez des lieux où il se passait des choses tout à fait tragiques et qui directement vous conduisent à des sentiments, des affects complètement négatifs. Mais de fantômes, effectivement, qui seraient une forme d'ange gardien, plus ou moins bienveillant. Là, c'est beaucoup plus rare. C'est un personnage de cet immense cinéma. Oui, c'est Casper, quoi. C'est ça. Casper. Le problème, c'est qu'il n'existe pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que souvent, ils se manifestent, en tout cas, ces entités, ces énergies, je ne sais pas comment on peut les appeler, se manifestent d'une façon violente. Alors, peut-être que leur idée n'est pas d'être violent ou d'être véhément, mais peut-être que pour se faire entendre, pour se faire voir, ça bouscule un peu les choses en place. Donc ça peut peut-être faire bouger des meubles, essayer d'effrayer parce que souvent les gens disent les médiums disent ces gens sont pas forcément au courant de leur état de mort et que finalement ils se demandent pourquoi vous êtes là, quoi. Oui, voilà, il y a cela. En cas de mort violente, effectivement, selon l'explication des médiums, la personne ne sait plus exactement dans quel état elle se trouve. Et ça peut durer un laps de temps quand même important. Et puis vous avez aussi des cas de mort extrêmement violentes, à la suite desquelles... Prématurées, à la suite desquelles, là aussi toujours selon l'explication médiumnique, les personnes ne peuvent quitter, disons, ce monde matériel. Et là, il y a une forme, effectivement, de squat, en quelque sorte. Ils squattent parce qu'ils rejettent leur mort. Ils rejettent leur mort. Ils veulent se faire entendre. Parfois, ce serait une forme de mécontentement, voire de haine ou à l'égard de celles et ceux qui restent. Et ils se manifestent auprès d'eux de différentes façons. Et vous voyez, on n'est pas dans une explication arithmétique des affaires, mais c'est souvent, ça revient de manière tout à fait sérielle, c'est ce qui se passe. Il y a plein d'histoires dans ce bouquin de lieux de hantise en France. On va en évoquer 3 pendant l'émission. On commencera par le Trianon, qui est l'une des plus célèbres, mais
qui alimente toujours l'enquête et qui questionne toujours autant sur ces apparitions. Les dossiers de l'impossible. Le nouveau livre de Geoffrey Clostrio dans la collection BTLV, Mystères et inexpliqués aux éditions Max Milo. À l'aide du commissaire Maillard de la police judiciaire de Bruxelles, l'auteur revient sur des affaires mystérieuses qui n'ont jamais trouvé d'explication. Disparitions inexpliquées, théories du complot, découvertes macabres, fantômes. Oserez-vous plonger dans l'affaire des Smiley Face Killers, dans le dossier Panama, celle de la jeune fille aux mains coupées, ou encore partir à la poursuite de la Dame Blanche de Tressesson? Les dossiers de l'impossible, le nouveau livre de Geoffrey Clostrio est disponible partout. Mais sur btlv.fr, les frais de port sont offerts. Tu as compris, Patrick, pourquoi ça se passait la nuit? Souvent, on a la sensation que la journée, bien que moi je travaille beaucoup avec le château de Fougeray, Véronique me dit la journée, pendant que je suis en train de faire la vaisselle, je sens des présences derrière moi, du coin de l'œil je vois une ombre passer, mais en tout cas c'est quand c'est plus calme. Est-ce que tu as compris pourquoi est-ce qu'on est plus attentif, c'est ça? On est plus attentif, il règne un silence en général bien plus dense. Ceci étant dit, je pense que les phénomènes ne se manifestent pas seulement la nuit, mais à tout bout de champ. Je pense que la division nocturne et diurne ne compte pas, ne rentre pas en ligne de compte. Maintenant, il est vrai, on en parlait tout à l'heure, la nuit, il peut se produire des phénomènes d'autosuggestion bien plus importants. Ouais. Il suffit d'ailleurs qu'on soit dans une phase, par exemple, de sommeil paradoxal, on lave entre la veille et le sommeil, et, voilà, et que l'on puisse voir des ombres, etc. Tout dépend aussi de la météo extérieure. Enfin bon, voilà. Mais dans le domaine des phénomènes de hantise, même, encore une fois, si la nuit a peut-être été plus propice, on a des phénomènes enregistrés à chaque heure de la journée, pratiquement. On va évoquer, je le disais, le Trianon, quand même, qui est une histoire célèbre, qui va nous ramener en région parisienne, à Versailles. Oui, tout à fait, en 1901. Voilà. En 1901, les faits sont assez connus. Vous avez deux jeunes personnes, deux femmes britanniques, qui connaissent évidemment l'histoire du château de Versailles, sans plus, qui sont là en qualité de touristes, et qui traversent les jardins, en particulier le jardin du Trianon. Et à un moment, elles aperçoivent de manière tout à fait objective, et pour employer un autre mot encore un peu plus technique, objectal, donc vraiment des personnages qui ne sont pas des personnages imaginaires, doués d'une matérialité, une densité, c'est ce qu'elles ont dit et témoigné. Donc ils étaient bien réels. Quoi. Bien réels, et donc des personnages qui leur semblent vêtus comme au XVIIIe siècle. D'accord. Donc, ne font pas extrêmement attention, c'est pas la coutume, nous sommes en 1901. Elles progressent dans leur marche dans le jardin, et là, effectivement, elles voient par exemple une dame assise en train de faire de la couture, une sorte de jardinier, habillé vraiment comme sous l'Ancien Régime, et à un moment donné, elle semble qu'il y a quelque chose quand même qui ne fonctionne plus très bien. Elle semble quand même un peu coupée de la réalité donc dans laquelle elles vivent, en l'occurrence de l'année 1901. Et elles sentent au fond, mais c'est plus qu'une sensation, c'est véritablement quelque chose qui leur tombe dessus, qu'elles sont en train de revenir, elles témoigneront de ça, de revenir à une époque passée. D'accord. Une époque passée. Elles font machine arrière et elles se sortent de cet événement, elles confrontent évidemment leurs impressions, leurs témoignages, et elles notent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui vont venir, elles notent la présence d'éléments architecturaux et les habits des gens qu'elles ont rencontrés. Elles donnent plein de détails, et elles s'aperçoivent rapidement qu'effectivement, ce jour-là, il n'y avait pas bal de costumé à Versailles. Il n'y avait strictement aucune raison d'être habillé comme ça. D'être habillé comme ça, voilà. Il n'y a pas un tournage, il n'y avait rien. De toute façon, le cinéma à l'époque. Rien. Des auteurs qui ont étudié le phénomène se sont peut-être dit, voilà, il y a peut-être un bal masqué ou quelque chose d'important dans ça. Rien. En pleine journée, rien du tout. Donc, elles ont mis leur témoignage par écrit,
en détaillant avec foule de détails sur le fameux kiosque donc se situant dans le jardin du Trianon, l'aspect de la dame qu'elles ont vu, les jardiniers, etc. Même de près, il y a un homme qui les a effrayés. D'ailleurs, elle le voit de près. Hein. C'est pas situé à 250 mètres, c'est à 1 mètre. Donc quelque chose qui est presque palpable. Elles sont dans une scène de vie qui finalement n'est pas celle de leur époque, en fait. Elles sont... Complet. Ouais, c'est ça. Sans, j'ajoute tout de suite, sans état de conscience modifié. Oui, c'est ça. Hein, elles sont tout à fait à l'état de veille. Elles sont passées d'une dimension à l'autre. Elles sont passées d'une dimension. Évidemment, on s'est posé toutes sortes de questions. Bien sûr. Et alors, il y a des gens très sérieux qui ont fait des études sur l'évolution donc des infrastructures localisées dans le jardin du Trianon. Et selon leurs témoignages, il est absolument impossible, évidemment, que ces deux personnes, ces deux témoins britanniques, aient eu connaissance. Évidemment, parce qu'elles auraient pu avoir connaissance, et d'une façon érudite, etc. C'est absolument impossible. Si vous voulez, leur centre d'intérêt, les moyens d'accès à la connaissance, enfin tout un tas de choses. Impossible qu'elles aient une connaissance des changements architecturaux. Impossible, parce que même parmi les architectes de métier, les différentes informations qu'elles livrèrent, certaines étaient absolument inconnues. Qu'est-ce qui fait qu'elles consignent tout cela? Parce que moi, j'arrive dans un lieu, je vois des choses, même si c'est d'une autre époque, en termes de costume, je pense pas à l'irrationnel tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a elles ont vécu une sensation physique, elles ont vécu quelque chose? Physique, c'est très difficile à dire. Ça n'a pas été immédiat, ça n'aurait pas tombé dessus comme une chape de plomb, mais elles ont eu ce sentiment très fort, très fort, que quelque chose avait basculé. Quoi? Comment? Précisément, impossible de le dire. Mais elles entraient comme dans une sorte de scène vivante, je dis pas une pièce de théâtre ou une scène cinématographique. Une scène de vie, quoi. Mais une scène de vie, dans laquelle elles n'ont pas franchi, elles ne se sont pas endormies, elles ne sont pas devenues extatiques. Enfin bon, on pourrait évidemment imaginer pas mal de choses. Et l'année suivante, l'une des deux, je crois que c'est Madame Jourdain, mais bon, je ne sais plus, mais peu importe, est repartie donc dans ce jardin du Trianon toute seule. Cette fois-ci, elle était toute seule. Et elle a vécu, non pas la totalité du phénomène, mais une partie du phénomène. Et elle en a parlé évidemment autour d'elle, à son amie, et cela les a aussi encore incités à témoigner et apporter le maximum de détails, bien sûr. Hein. Et encore une fois, alors ces détails, ce serait trop long de rentrer bien sûr dedans, mais les gens se sont penchés sur les plans architecturaux, sur les jardins, sur les changements qui sont intervenus au moment de la Révolution française, un peu avant, à la fin du règne de Louis XV. Et là, elles ont eu vraiment, sans le savoir, un contact direct avec le Versailles de 1774-75. À l'époque, on les écoute facilement, on entend leurs récits. Parce que moi, demain, je dis voilà, j'étais dans un lieu, j'ai vu ça. Est-ce que déjà à qui j'en parle, comment j'en parle et qui m'écoute? Alors les choses se sont faites progressivement. Ce sont deux personnes qui ne sont pas du tout férues de paranormal, de médiumnité, de spiritisme, de quoi que ce soit. Elles ont un niveau culturel tout à fait, elles sont enseignantes, bon voilà, elles ont un intérêt pour la culture française, ça s'arrête là. Il n'y a pas chez eux, dans leur biographie personnelle, de traces d'intérêt pour les choses extraordinaires. Alors ça, c'est déjà un premier point. Et puis le deuxième point, ça s'est pas fait en 10 minutes. Il y a eu une série de témoignages qui se sont échelonnés sur une dizaine d'années. Ouais. Et à partir de là, en plus, quand on a effectivement fait des recoupements avec les plans d'architecture, là on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui tombe pas. Et puis il y a différents auteurs qui sont emparés un peu du mécanisme, parce que il faut dire qu'il y a une tradition un petit peu, avec un T minuscule, mais elles ne sont pas les deux seules à avoir vécu ce phénomène. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que finalement le phénomène s'est reproduit? Alors, à ce niveau-là, non. À ma connaissance, non. Mais il y a effectivement des gens qui ont, et avant elle. Avant elle. Ah, c'est intéressant, c'est encore plus intéressant. Mais qui sont des phénomènes beaucoup plus diffus, beaucoup moins circonstanciés. Ouais, et moins précis. Et beaucoup moins précis. Là, c'est, j'allais dire de la 3D, mais de la 3D vraiment massive, quoi. Elles savent combien de temps ça a duré à peu près, ou elles sont sorties du temps? C'est une excellente question, et le timing a été très difficile à dire. Selon elles,
elles ont pu évoluer, c'est-à-dire continuer à marcher dans les lieux. Non, elles n'ont pas chronométré. Elles ont évoqué quelques dizaines de minutes. Alors, je ne sais pas si c'est une réalité dans le récit, mais quand on avait déjà évoqué ça, ou quand je l'avais lu, ce récit, j'avais vu que quand elles étaient allées dans une des salles du château, elles avaient vu une toile, c'est ça, qui reproduisait finalement la scène à laquelle elles avaient assisté. Alors, ça, je ne pense pas. D'accord. Ça, je ne pense pas. Effectivement, cette hypothèse du tableau... Ça fait partie de ce qui a alimenté un peu le fantasme. C'est un petit peu du même ordre que ces enfants qui voient la Vierge Marie ont une statue, effectivement, dans l'église de leur paroisse. Voilà. Non, à ma connaissance, non. La forme de suggestion, qui aurait pu exister d'ailleurs, n'aurait de toute façon pas provoqué un phénomène semblable. Et elles étaient, de toute manière, incapables de concevoir les éléments du décor, les habits du jardinier, de la personne. Il y avait aussi un homme en armes. C'est absolument impossible. C'est déjà très difficile pour les historiens professionnels, entre guillemets. Alors pour elles, là, non, leur outillage mental, leur bagage culturel... Elles étaient pas capées pour, quoi, c'est ça? Non. C'est d'autant plus intéressant pour ça, d'ailleurs. Ouais, elles n'auraient pas pu inventer tout cela. Là, ça aurait été... Non. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'en fait, il n'y a pas... Elle voit une scène de vie avec plein d'intervenants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul fantôme, qu'un seul personnage. Il y a plein de personnages. Il y a plusieurs personnages. Il y a une vie qui se déroule, quoi. Ah, c'est complètement ça. Elles entrent de plein pied, si j'ose dire, dans un autre monde. Là, dans un autre monde, ou du moins dans une autre époque. Dans une autre époque. Et les personnages, il ne s'agit pas de formes évanescentes ou fluidiques, enfin ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est là, pas des spectres, quoi, c'est ça? Pas du tout. Non, là, nous sommes en face d'individus vraiment de chair et de sang, quoi, ça. avec leur corps, leur manière de s'exprimer. Il n'y a pas de dialogue, en revanche, entre elles et les personnages. Alors, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il y aurait pu y avoir des dialogues, sans doute, mais il n'y a pas de dialogue. Ça aurait été trop beau, là. Non, il n'y a pas de dialogue. Mais elles ont l'impression que ces personnes, les personnes qu'elles croisent, pourraient être parfaitement leurs contemporains. Oui, c'est ça. Avec le recul, ça t'incite quoi? Ça t'évoque quoi? C'est-à-dire que pour toi, ces fantômes, ces entités, etc., c'est quoi? Tu sais, la physique dit qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, que ce qu'on fait hier, on le fait toujours, et ce qu'on fera demain, on le fait déjà. Donc c'est ça le temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, effectivement, c'est la preuve que ce qu'on a fait hier est sur une ligne temporelle et on le fait toujours, et que si quelqu'un avait la chance ou en tout cas la malchance ou en tout cas la faculté d'aller voir ce qui se passe, elle verrait ce que j'ai fait moi par exemple hier. Alors moi je ne suis pas physicien, mais c'est une question hyper intéressante que nous avons posée dans le livre, puisque au début du XXe siècle, Albert Einstein lui-même s'est intéressé au témoignage de ces deux Anglaises. Et lui qui a fait la relativité. Et bien sûr, tout à fait. Et selon lui, alors, avec une grille de lecture, bien sûr, du physicien, extrêmement abstraite et compliquée, ce type de télescopage temporel, pour lui, n'est pas, du point de vue physique, du point de vue scientifique, n'est pas impossible. D'accord. N'est pas impossible. Voilà. Il y a plus de détails dans le livre, mais c'est intéressant quand même que des personnages de cette trempe, si j'ose dire, aient pris quand même à bras-le-corps le récit des deux Anglaises. Sans en donner, bien sûr, d'explications définitives. Mais parce que je crois qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il y a juste, il y a juste un fait, une réalité, une histoire qui est rapportée par deux femmes qui, effectivement, n'ont rien à voir avec le paranormal, qui sont profs, qui se retrouvent, qui sont anglaises et qui se retrouvent à Versailles qui voient et qui vivent cette personnes sincères, qui ne souffrent pas d'hallucinations. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même la deuxième fois, quand l'une des deux y retourne, comme s'il y avait à un endroit précis de Versailles une faille. Une faille qui permettait... Une faille temporelle. Ben oui, une faille qui permettait de passer dans l'autre monde. Alors, la scène est assez circonstanciée. Il s'agit vraiment des jardins du Trianon. On n'est pas n'importe où dans le parc de Versailles. Pourquoi cet endroit-là? Est-ce que c'est lié? Alors certains ont évoqué la figure de la reine Marie-Antoinette, etc. Future guillotinée. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, finalement, une sorte de réminiscence d'une chose tragique? Pourquoi pas? Là, j'ai pas trop d'explications. Mais c'est vrai que
On a cette impression de faille, hein, de faille, de passage au moins, entre deux époques, sans que l'on puisse dire, eh bien, tenter la moindre explication. Est-ce que c'est la seule histoire comme ça, de faille temporelle, que tu as consignée dans ce bouquin? C'est sous cette forme-là, sous cette forme absolument radicale, oui. Ouais. Oui, c'est vraiment là un témoignage. Je pense qu'il en existe beaucoup d'autres, Oui. bien sûr. Oui. Mais pour tout un tas de raisons, les témoignages recueillis n'ont pas été de cette ampleur, n'ont pas été développés dans le temps, et puis tout dépend aussi des personnes qui sont, je dirais, sujettes à ces phénomènes. Il suffit simplement, par exemple, je cite un exemple, une personne qui souffre de troubles nerveux, ou qui soit même d'ailleurs physiquement malade, et évidemment on se précipite aussitôt en disant mais voilà, bon, c'est un effet de déséquilibre, de santé, problème corporel. Ça va très vite. Là, on n'a aucun élément, aucun indice, je dirais, qui aille à l'encontre de la véracité du phénomène. Est-ce que tout cela te semble crédible en tant qu'historien et journaliste? Est-ce qu'il y a une vraie réalité sur ces phénomènes? Ou est-ce qu'on peut quand même mettre ça sur l'imagination, la suggestion de l'esprit, etc. Cette frontière, elle est très mince. Hein. Donc, c'est toute la grande difficulté que nous avons à aborder ces sujets. Où s'arrête finalement le fantasme, l'imaginaire de la personne, comme on le disait, dans un lieu, vous allez en pleine forêt la nuit, vous voyez tous les fantômes du monde, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ils y sont peut-être. Et ils y sont peut-être en plus. Donc il y aura ceux que vous inventez, puis ceux qui sont peut-être là. Voilà, la frontière, elle est mince. Hein. Elle est mince. Est-ce qu'il y a une réalité quand même? Alors, elle est mince. En tout cas, sur la réalité objective du phénomène, lui-même, je ne peux pas me prononcer. Mais sur la réalité objective du témoignage, oui, ça c'est clair. Et on prend souvent le cas, l'exemple, le contre-exemple des hallucinations. Alors ça peut s'étendre au domaine des hantis, ça peut s'étendre au domaine des apparitions religieuses, des ovnis, des machins, des ovnis, à plein de champs. Mais de deux choses l'une. Une hallucination pathologique, hein, sans rentrer dans les détails, c'est à la fois quelque chose de furtif, temporaire. Vous n'avez pas des hallucinations qui durent 3 heures le temps, ou ni même 1 heure. Et puis, vous n'avez pas, dans le cadre de ces hallucinations, il suffit de consulter là, les psychologues et psychiatres, hein, bien sûr, vous n'avez pas cette forme de rencontre avec des choses, justement, des êtres, des bruits, des sons, des couleurs qui sont véritablement identiques à la réalité. Ça ne c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un profil des témoins? Est-ce qu'il y a... bon, on sait que pour les poltergeists, par exemple, souvent ce sont des adolescents. Oui, est-ce que pour les autres, il y a un profil de gens, sont-ils érudits, pas érudits, bourgeois, pas bourgeois, historiens, pas historiens, férus d'histoire, pas d'histoire? Voilà, est-ce qu'il y a un profil? Est-ce que quelque chose s'est dégagé de cela? Écoute, moi je pense que non. D'accord. On n'a pas de profil type, et au contraire, j'irais même au contraire, on a pratiquement tout le monde. Alors je ne sais pas si ça touche, mais sans doute on peut le deviner, des personnes qui ne sauraient pas mettre en ordre, par exemple par écrit, des témoignages, ça peut arriver ça, mais sinon on a vraiment différentes branches, on a peut-être on parlera tout à l'heure d'un cas où il y a des médecins même qui sont impliqués, vous avez des enseignants, vous avez tout un tas de personnalités issues de milieux socio-professionnels, etc., qui ont des vécus très différents et qui sont concernés par ces phénomènes. Nous partons donc pour l'Alabama avec, dans la petite ville d'Abbeville, une légende qui s'appelle Hugging Molly. Donc ça fait 200 ans que les gens ont peur dans cette ville de sortir la nuit. Et si tu leur demandais pourquoi, en fait, ils te répondraient à cause de Molly. C'est une espèce de croque-mitaine, là. D'ailleurs, les parents l'utilisent, tu sais, pour interdire, voilà, pour faire peur aux enfants. Si tu sors la nuit, fais attention à Hugging Molly. Cette dame-là, elle est décrite comme une forme fantomatique de plus ou moins 2 mètres de haut. Une dame donc assez grande, vêtue de noir, qui ne sortirait que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette brave Hugging Molly? Donc, elle veut faire des câlins, ça. Bien sûr. Mais pourquoi elle veut te faire des câlins? Eh ben, ça, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais la légende veut qu'elle te court après, elle t'enlace, elle te hurle dans les oreilles et elle peut potentiellement te câliner jusqu'à la suffocation. On n'a pas trop envie de la croiser sur son chemin parce qu'en plus, si tu n'en meurs pas,
il semblerait que si elle te câline, tu sois en proie à des cauchemars éveillés qui peuvent même te pousser jusqu'à la folie. On va parler d'un cas que tu as consigné dans le bouquin sur Lyon. Combien de lieux répertoriés en France? On sait qu'il y a une carte des lieux dits hantés. Oui. On s'est amusé avec Florence Morin à répertorier les cas de Dame Blanche, par exemple. C'est Stéphanie El Regno qui nous en parlera aux rencontres. Bien sûr, c'est très intéressant. Et on s'est aperçu qu'il y a quand même une spécificité régionale, disons, une partie du territoire situé à l'ouest, disons, d'une ligne qui irait de Bordeaux à Lille. D'accord, ok. Pour dire les choses de manière très, très générale, eh bien, cette partie ouest de la France est davantage concernée que la partie est. D'accord. Et à l'intérieur de cette partie ouest, il y a en fait une autre région, enfin une région qui est assez essentielle, qui est la Normandie. Et ensuite la Bretagne. Mais la Normandie, c'est très celte, finalement. Alors il y a un côté celte. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Mais bon, c'est un soubassement culturel aussi qui doit peut-être favoriser, au moins ouvrir l'esprit et le cœur à la lecture de ce genre de phénomène. Et étrangement, l'est de la France, qui n'est pas vierge de ces phénomènes, mais n'est pas très bien représenté. C'est souvent des vieilles maisons, c'est souvent des lieux chargés, c'est quoi? Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas que des châteaux hantés. Il y en a, bien sûr, il y en a. Mais vous avez aussi des appartements contemporains. Vous avez des villas lambda. Ah oui. Il n'y a pas de lieu. Alors il y a de grandes infrastructures. Chargées d'histoire. Chargées d'histoire. Château de Fougeray, Versailles. Enfin bon, on pourrait Trémuson dans le Morbihan. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais toutes les formes d'habitat sont concernées. D'accord. On va parler de Lyon. Lyon, qui est un lieu chargé d'occultisme, hein, donc tu as mentionné une histoire. Oui, grâce à Florence Morin, nous avons mis à l'intérieur de ce livre un cas assez extraordinaire, et ça nous permet de rejoindre aussi le cas du petit Trianon dont nous parlions, puisque vous allez voir, il y a... Ça se ressemble, il y a des similitudes. Mais complètement. Mais il y a une spécificité que nous n'avons pas retrouvée d'ailleurs dans la littérature et dans les témoignages. C'est le cas d'un certain Yannick, qui est âgé maintenant d'à peine 40 ans, et qui vit des expériences médiumniques très fortes. Il a fait plusieurs expériences de mort imminente. Ah, d'accord. Mais... Et suite à des accidents ou La première, mais ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit, en fait, des phénomènes de décorporation qui ne sont pas liés à des accidents, qui lui arrivent de façon régulière. Oui, il en a vécu plusieurs. Et à la suite de plusieurs d'entre elles, il a témoigné d'une chose assez incroyable. Eh bien, il a dit, voilà, moi, j'ai expérimenté un retour comme les deux Anglaises dans le parc du Trianon, et j'ai été confronté à la même chose, à la rencontre des mêmes personnages. La différence, c'est que lui était évidemment dans une situation tout à fait différente, dans une situation de conscience modifiée, de décorporation, pour dire les choses en employant un terme religieux, d'extase, et voilà, une conscience modifiée. Et il a pris connaissance, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pris connaissance du témoignage des deux Anglaises qu'a posteriori. Donc il n'a pas pu être influencé d'une manière ou d'une autre de façon directe. Mais il a trouvé une profonde similitude entre son vécu et le témoignage des deux personnes. D'accord. Ok. Et alors, il l'a expliqué, il a pu comprendre, parce que il avait un rapport avec Versailles, il avait un intérêt... un intérêt pas plus que modéré, ça, un intérêt modéré, il s'intéresse à l'histoire, il a visité lui-même de façon tout à fait normale ou habituelle le parc et le château, bien sûr, mais il n'a pas pu, évidemment, fournir d'explications. Il a été comme... projeté dans cet univers en 3 dimensions, et il a vraiment ressenti, il a vraiment eu l'impression d'être confronté, d'aller à la rencontre de personnages qui lui semblaient aussi réels que cela. Et là, c'était en expérience de mort imminente, hein? C'était la suite d'une expérience de mort imminente. D'accord. Oui. Parce que souvent, ce genre
On parlait de Nicolas Fraisse qui sera lui aussi à l'affiche des Rencontres du Mystère et de l'Expliquer, la 7e édition. Lui se projette, tu vois, avec, en sortie de corps, dans des lieux particuliers où vivent des corporations. Parce que souvent, en expérience de mort imminente, les gens voient ce tunnel, voient des gens qui connaissent, etc. Ils sont rarement balancés dans une scène de vie, quoi. Ah ben c'est rarement. C'est pour ça que nous avons retenu ce cas, c'est tout à fait intéressant. Alors, il faut dire que ce Yannick en question a des pouvoirs médiumniques. Il a fait des rencontres, et ça dans d'autres situations. Il affirme avoir rencontré des personnes décédées, des parents, des personnes étrangères, etc. Mais là, ce qui l'a frappé, à la différence de des expériences médiumniques, c'était vraiment une situation de réalité, avec un R majuscule, à l'instar des 2 personnes anglaises. Et pour lui, ça a été complètement frappant. Ça n'a pas été une sorte d'illumination, mais c'était une expérience vraiment, extraordinaire. Et nous avons voulu la mentionner parce que je ne connais pas d'équivalent. Et sa bonne foi est absolument... on peut pas remettre en doute la véracité de ses dires. C'est vraiment quelque chose d'assez sensationnel. Avec Florence, quand vous avez commencé à travailler sur ces sujets-là et sur ces lieux de hantise, vous avez pris conscience de quoi? Qu'il y avait une autre réalité que celle que l'on voit aujourd'hui, que l'invisible, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas? Bien sûr, c'est ce que nous avons développé dans la conclusion. Est-ce que vraiment le créneau matérialiste rend compte de la totalité du réel? Il nous semble que non. Lorsque vous regardez, vous levez le nez en direction des étoiles, vous ne pouvez pas voir des galaxies qui sont absolument invisibles à l'œil nu et que seuls les grands télescopes, évidemment, dévoilent. L'infiniment petit, vous ne pouvez pas voir l'infiniment petit grâce à votre système visuel et oculaire. C'est pas possible. Il faut des microscopes électroniques. La réalité, c'est effectivement ce que nous voyons, mais c'est effectivement aussi grâce à laquelle elle se constitue. Elle est constituée. Ce par quoi elle est constituée, nous ne pouvons pas, de par les organes des sens, l'appréhender dans sa totalité. Il y a des périodes plus ou moins marquées pour l'observation, pour les manifestations. Des périodes il y a des saisons, il y a des années, il y a des siècles. Alors, qui ont été plus marqués que d'autres? C'est difficile à dire. Ouais. Nous sommes évidemment très bien renseignés, de mieux en mieux renseignés, et particulièrement bien renseignés à partir du 19e siècle. Ouais. Pour aller en arrière, oui, si l'on se penche, et nous citons quelques cas dans l'introduction, il y a des témoignages. On parle notamment d'Erasme de Rotterdam au XVIe siècle. Il y a d'autres cas, mais ce sont des témoignages beaucoup plus ponctuels, beaucoup plus limités. Alors, et puis, il est toujours un peu difficile de faire des enquêtes sur des témoignages très anciens. Bien sûr. Est-ce que vous avez noté des influences sur les gens qui ont vécu ces hantises dans des maisons? Est-ce que certains ont basculé dans une certaine folie? Est-ce que certains ont quitté les lieux? Est-ce que certains ont divorcé? Est-ce que ça a été compliqué à vivre? Oui, il y a des cas qui ont été extrêmement compliqués à vivre. Parce que par exemple, l'un des plus célèbres, c'est Amityville, par exemple, pour aller aux États-Unis. Bien que ce cas ait été un peu remis en question, etc., parce qu'il y a une famille qui vit dans la maison aujourd'hui, il ne se passe rien. Je n'ai pas eu la chance de visiter, mais Florence connaît les lieux. Et alors, malheureusement, ils ont viré les 2 fenêtres qui étaient à l'origine et qui donnaient un visage à cette maison. Ils ont changé. Effrayant, mais dans tous les cas, effectivement, on en revient à ce que je disais, est-ce que certaines familles ressentent des choses que d'autres familles ne ressentent pas? Mais dans ce cas d'Amityville, il y a Ronald DiFeo, etc., il y a des meurtres, etc. Donc on voit qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'il y a eu des choses assez particulières dans certains des lieux que vous avez évoqués? Ah oui, il y a des cas, on peut-être en aborder un tout à l'heure, je pense notamment à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, qui est assez effrayant. Avec tout un background très mortifère. Très mortifère. On va le développer tout à l'heure. Il y a eu des cas où les gens n'ont pas pu supporter. Bien sûr, n'ont pas pu supporter les lieux, cette présence, cette omniprésence de phénomènes qui n'arrivent pas à appréhender, qui n'arrivent pas à expliquer simplement. Lorsque vous voyez des déplacements d'objets, lorsque vous sentez des présences, alors ça peut être très subjectif, mais au bout d'un moment, ça l'est moins. Pourquoi? Comment? Il y a des témoins de plus en plus nombreux. Il y a des gens qui ne supportent pas. On est dans le désarroi, souvent? Dans le désarroi. On ne trouve pas beaucoup, malheureusement, d'aide appropriée.
il y a des gens qui appellent les forces de l'ordre, la police. Nous avons dédié notre ouvrage à Émile Tizenet, qui était bien sûr un gendarme et le premier pionnier en la matière. Oui, puisqu'on se souvient de la machine, de ce cas où un gosse discutait avec son mur. Hein, la machine. La machine, c'est le lieu du village. Enfin, c'est le lieu c'est ça. Non, mais et donc, il y a eu des périodes, il y a des gens qui ont été dans une situation psychologique et qui les a contraints simplement à partir. Les choses sont simples. Vous évoquez ces différents phénomènes autour de vous, que ce soit dans votre milieu professionnel, j'en parle même pas. Dans votre milieu familial, c'est déjà pas si simple, même amical. Bon, voilà. On vous prend pour un taré, quoi. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et c'est vrai pour ces phénomènes de hantise, ça peut être vrai aussi pour d'autres manifestations extraordinaires. Mais là, si vous ne tombez pas, je dirais, sur l'homme ou les personnes ad hoc à ce moment-là, il y a des chances que vous ne restiez pas dans les lieux. Sauf si ce sont des phénomènes très ponctuels et qui ne renvoient pas qui renvoient à des choses plus ou moins sereines. Ça peut arriver aussi. Ou si vous avez un déplacement d'objet ou un cadre qui tombe une fois, 2 fois, puis tout s'arrête. Bon, même si vous n'expliquez pas le phénomène, c'est pas ça qui va vous faire fuir de votre maison. Mais par contre, si ça se reproduit à longueur de journée ou à longueur de nuit, c'est une autre affaire. Vous disiez, tu disais tout à l'heure, Patrick, qu'il n'y a pas beaucoup d'aide finalement. Non. Qui appelait dans ces cas-là? C'est quoi, des géobiologues, des exorciseurs, l'église, la police dans le cas de la machine, par exemple, les forces de l'ordre sont venues. On se souvient d'un cas en Belgique aussi, où la police a été confrontée à des arrachements de prises téléphoniques. On a vu des choses assez incroyables. Qui appelait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui disent, moi, je ressens des choses dans ma maison, et c'est vrai que je n'ai aucun moyen de contrer tout cela. Est-ce qu'on peut nettoyer sa maison? Comment on fait? Alors, il y a 2 choses. Je pense d'abord, c'est un principe psychologique qui est très dur à appliquer, et moi-même, je serais complètement dérouté si je vivais un truc pareil, mais il faut en parler. Il faut en parler, la parole est libératrice et essayer de se confier un minimum. Bon, ça c'est la première chose. Suivant vos affinités culturelles, vous allez téléphoner à la police si vraiment les phénomènes sont extrêmement prégnants, violents et répétitifs. Faut-il encore qu'elle vous écoute, la police? Parce que chez moi, j'ai des déplacements d'objets, ils vont dire, bon... Si vous les appelez uniquement pour ça, je pense pas qu'ils se déplacent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ils vont dire vous avez arrêté de boire, quoi. Voilà, non, mais nous avons bien sûr connu plusieurs cas où les gendarmes se sont déplacés. D'ailleurs, souvent la gendarmerie plus facilement que la police. Oui, alors ça, je peux pas vous rentrer dans les détails. Les gendarmes sont souvent plus même d'aller évoquer. Il y a même des procès-verbaux de gendarmerie. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs de voir que les faits sont bien été notés avec toute la rigueur qui s'impose dans ce domaine-là. Et puis il y a des gens qui sont peut-être un peu plus savants, j'allais dire, ou du moins un peu plus ouverts aux choses paranormales, ce qui est loin d'être le cas pour les gens qui vivent des choses là, et qui vont faire appel à des médiums, des géobiologues, des machins. Des géobiologues, des Florence connaît très très bien cette affaire, ou des exorcistes, le cas échéant. Et les exorcistes, là aussi, souvent renvoient, alors le problème actuellement, c'est que les exorcistes renvoient aux psychologues. Oui, c'est ça. Donc, pour des personnes qui sont dans une situation un petit peu de détresse, ou de stress, c'est un côté stressant. C'est peut-être pas vraiment ce qu'il faut, vraiment un réconfort, et une discussion et voilà, et faire l'état des lieux. Médium, exorcisme, gendarme, voilà. Combien de cas vous avez répertoriés dans le bouquin? Alors, nous allons avoir plusieurs dizaines. Il en existe des centaines, des milliers, des dizaines de milliers sans doute, puisqu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas donner leur témoignage. Ça s'applique aussi aux phénomènes religieux, à différentes choses. C'est la partie donc émergée de l'iceberg. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent coupables même d'avoir engendré ça? On peut imaginer qu'il y a des gens qui disent c'est normal, c'est de ma faute, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas gentil, je suis puni. Là, il y a le côté un peu punition bien sûr, divine. Ça peut rentrer tout à fait en ligne de compte. Et ce qui peut se produire, c'est que si l'un des membres de la famille est en quelque sorte le canal par lequel les phénomènes passent, un jeune ou moins jeune, il y a une forme, effectivement, non pas de violence, mais une forme d'hostilité qui peut se développer.
complètement. On va dans un instant parler donc de ce cas à La Réunion, c'est ça? Guadeloupe. J'arrête pas de dire Réunion. La lignée secrète, elle transmet quoi? Elle transmet ce que j'appelle la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, en fait, Guénon dit qu'elle a pour origine une origine non humaine. C'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité et qui a été transmis à l'humanité. Et donc, l'origine la plus lointaine qu'on puisse trouver pour point de départ de cette tradition primordiale et de cette lignée secrète, c'est ce que dans mon livre j'appelle les dieux. À l'origine, il y a toujours des dieux qui viennent apporter les connaissances, qui viennent apporter l'écriture, l'agriculture, les mathématiques, l'astronomie. Donc ces dieux sont des dieux civilisateurs. Et en même temps qu'ils apportent la civilisation, ils apportent aussi une certaine forme de spiritualité. Et c'est là que commence en fait l'origine véritable de toute lignée secrète. Alors on va à La Réunion ou à la Guadeloupe? Guadeloupe. On va à la Je veux bien aller à La Réunion aussi. Non, Mais... on va à la Guadeloupe, et là, le cas est un peu lourd quand même. Alors le cas est un peu lourd. Le cas est même très lourd. Le cas est même très lourd. C'est Florence Morin qui connaissait cette affaire et grâce à laquelle donc le récit est incorporé au livre. Il y a du côté de la commune du Moule, en Guadeloupe, une maison. Alors, déjà, le contenant est très particulier. Il s'agit d'une maison qui a été conçue par Gustave Eiffel et qui n'aurait jamais dû, si j'ose dire, atterrir en Guadeloupe, mais en Louisiane. Et c'est pas très loin. C'est pas très très loin. Mais bon, le bateau qui acheminait les matériaux donc jusqu'en Louisiane a subi une avarie et il a été obligé de s'arrêter en Guadeloupe. Et de là, effectivement, la maison a été construite. Et cette maison date globalement donc du 19e siècle. Elle a été occupée par une série assez longue de propriétaires qui avaient à leur service une très grande domesticité. Et parmi ces propriétaires, alors je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, je pense le premier, il s'est produit la chose suivante. Sa fille est tombée amoureuse d'un des membres de la domesticité en question. Son père n'a absolument pas voulu, bien sûr, corroborer l'union. Moi j'imagine, elle était blanche, il était noir. Par exemple, des choses comme ça. Voilà. Juste ça. Donc voilà, juste ça. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a fait tuer, pour commencer, il a fait tuer le prétendant. Et la fille s'est défenestrée. Ouais, donc ça m'a Ensuite, elle avait des frères. Je crois que c'est 2 ou 3 frères. N'ont pas supporté cette espèce de prétention amoureuse de la baronne. Ils ont à leur tour fait égorger le reste de la domesticité. Oui, parce qu'en fait, elle était responsable de la défenestration de la sœur. Exactement. Et à partir de là, des phénomènes d'ampleur, vraiment d'ampleur, sont apparus dans la maison. À tel point que les peut-être plus d'une vingtaine de propriétaires successifs, donc tous n'ont pas résisté. Et la maison existe encore. Elle est la propriété de quelqu'un, je crois que c'est un médecin belge, qui refuse d'y habiter. Alors, il ne peut même pas la vendre, parce que tout le monde, évidemment, sait qu'elle est hantée, sait qu'il y a de grosses difficultés, et il se trouve avec ça sur les épaules. C'est une très belle demeure, de style un petit peu, bon, on va dire, vaguement colonial. Voilà. Et donc là, c'est une maison qui fait peur, mais vraiment qui fait peur. Alors, on a des phénomènes très divers. Des genres. Alors, on va commencer par les plus classiques. Objets qui se déplacent. Des objets qui se déplacent, des hurlements, des cris, des bruits de chaînes, des traces de sang sur la pelouse, tout à fait inexpliquées, oui, et puis des sensations de froid intense, et puis un mal-être qui se dégage pour les personnes qui fréquentent ces lieux. Donc, rien n'y a fait, et pendant des dizaines d'années, elle est restée, alors temporairement bien sûr occupée, parce qu'il y a des gens qui, voilà, mais ils ont tous fichu le camp devant l'inexplicable, devant l'inconnu. Alors, il y a certaines personnes, il y a là des réminiscences, disons, de traditions
folkloriques, des choses avec des êtres un petit peu diaboliques, hein, qui font partie du folklore antillais, en particulier, enfin, du folklore caraïbe, de la zone caraïbe, et qui seraient greffés là-dessus, des espèces, on est à la limite entre le vampire, le loup-garou. Bon. Là, c'est peut-être une extrapolation, finalement, j'allais dire intellectuelle ou du moins littéraire. Bon, mais sur l'objectivité des phénomènes, ça c'est clair. Là, c'est un endroit que personne ne souhaite habiter. Et ce médecin, là, actuel propriétaire, du reste, je ne sais pas ce qui l'a poussé à acheter la maison, mais en tout cas, il ne veut plus y mettre les pieds. Surtout de la part d'un médecin, c'est assez bizarre, quoi. Oui, non, mais voilà. Je parlais de médecin, justement. Ça ne touche pas que des gens complètement versés dans le paranormal. Ça touche des gens qui ont un minimum de raison. Et là, c'est effroyable. Les Caraïbes, hein, qui est une région pleine de mystères, puisque je me souviens à l'époque à Key West, donc une île américaine de Floride, j'avais fait le Ghost Tour. Et on allait dans différents lieux de Key West pour raconter des histoires qui s'étaient passées justement assez étranges. Donc voilà ce que l'on peut trouver dans ce bouquin avec Patrick Sbelkiro et Florence Morin. Merci Patrick d'être venu. Merci à vous. Voilà, lieux, phénomènes et manifestations en France. C'est un ouvrage que vous allez pouvoir vous procurer bien sûr avec le replay et le podcast de cette émission sur btlv.fr. Merci mille fois de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures bien sûr et très très bon Halloween.